Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans un autre cours d'orthopédie. Cette fois-là, ce sont les fractures des deux os proximales de l'avant-bras. On est en train de parler de l'extrémité proximale du radius et de l'extrémité proximale aussi du cubital ou bien de l'ulna. C'est le cours du docteur Brixy. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite à abonner pour recevoir ces cours pendant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime, le maximum de partage. Et on commence. Commençons par des généralités selon les fractures. Ça va entrer du territoire du fracture du coude. Donc, les traumatismes du coude possèdent des problèmes diagnostiques et thérapeutiques. Aucune classification n'est décrite. L'ensemble des fractures de l'extrémité proximale des deux os de l'avant-bras. Donc, ça, ce sont deux fractures-là qui sont associées. Pour plus de clarté, nous séparons les fractures isolées de l'extrémité proximale du radius et les fractures de l'extrémité proximale de l'ulna. Donc on les sépare. Heureusement, ils ne sont pas associés. C'est rarement. Malheureusement, il n'existe pas une classification concernant les deux fractures à l'ensemble. Donc on va traiter chaque fracture comme une seule entité. Donc ce cours-là peut être divisé. On peut traiter la fracture de l'extrémité proximale du radius premièrement, et en deuxième partie, on peut traiter, bien on va entamer la fracture de l'extrémité proximale de l'ulna. Donc, les lésions sont plus complexes qui groupent les fractures proximales du radius et l'ulna. Ils sont associés ou non à des lésions capsulo-ligamentaires du coude. Donc, ça va être plus en plus compliqué quand ces deux fractures-là de ces deux extrémités vont être assemblées dans une seule fracture. Là, les lésions vont être encore et encore plus. La prise en charge, bien sûr, elle est difficile, surtout dans les traumatismes complexes. Et bien sûr, c'est les fractures luxation. Donc, c'est une fracture associée à une luxation et en plus de ça, elle est complexe, elle est multiple, elle associe les deux extrémités à la fois. On appelle ça la triade maligne. C'est très difficile à traiter. On récapitule la prise en charge de ces fractures-là lorsqu'elles sont multiples et associées avec des luxations. Ça s'appelle la triade maligne. C'est vraiment très difficile à traiter. Donc, ce sont des fractures complexes, malheureusement. Heureusement, ils ne sont pas associés les deux à la fois. C'est rare, heureusement. Sinon, ça va être encore pire. Deuxièmement, tout d'abord, on va voir du rappel anatomique avant d'entamer de l'anatomopathologie. C'est le même plan dans les cours d'orthopédie. Donc, commençons par l'articulation du coude. Là, c'est un rappel anatomique. Ça nous fait rappel à l'anatomie du membre supérieur. Donc, le coude, c'est l'articulation intermédiaire du membre supérieur. Elle met en contact trois os. Trois os, donc, lorsqu'il y a trois os, là, on est en train de parler de trois articulations. C'est pas deux qui sont là. On a premièrement l'articulation huméro-cupitale. C'est entre l'humérus et le cubital. C'est de la flexion et extension que le mouvement qui est mis en jeu là. On a deuxièmement l'articulation huméro-radiale. Donc c'est l'articulation entre l'humérus et la tête radiale. Et on n'oublie pas l'articulation radio-cubitale qui sert à faire le mouvement de pronosupination. Donc, trois mouvements-là sont mis en jeu si le traumatisme est complexe, comme on va voir. Donc, vous ne devez pas oublier l'articulation radio-cubitale. Ce mouvement de pronosupination peut être mis en jeu ou bien lésé pendant ces fractures-là ou bien compromis. Donc, ces trois articulations fonctionnelles sont distinctes, entourées d'une même capsule. Donc, ce sont trois articulations qui sont encapsulées dans une seule capsule. Donc là,
les structures articulaires sont multiples, les fractures vont être difficiles à traiter parce que c'est une zone triarticulaire et compliquée. Donc l'articulation humérocubitale, c'est la trochlée qui va s'articuler là. Donc c'est le mouvement de flexion-extension. L'articulation huméroradiale, c'est les condyles avec le radius. Donc c'est condylo-radial, c'est une énarthrose, c'est une articulation passive qui participe à la fois de la pronosupination et de la flexion-extension. Donc l'articulation qui prend en charge la flexion-extension, c'est l'articulation humérocubitale. La deuxième, l'huméroradiale, c'est une articulation, je répète, passive. C'est une articulation passive. Elle va participer aux deux mouvements. La précédente là, qui est la flexion dans l'articulation humérocubitale. Et on n'oublie pas, là, c'est une articulation fréquemment touchée. C'est l'articulation radiocubitale. Donc là, le mouvement de pronosupination va être compromis. J'espère que ces trois articulations-là sont prises en tête. Donc on est en train de traiter une fracture qui va toucher trois articulations. Là, le pronostic est toujours compromis. Maintenant, passons aux moyens d'union. Donc, ce sont les capsules et les ligaments. Et vous allez voir qu'il existe une variété de ligaments qui vont faire ce travail-là. Le premier moyen d'union, c'est la capsule articulaire. Elle s'insère au pourtour des surfaces articulaires remontant en avant et en dessous de la fossette coracoïde plutôt, et en arrière au-dessous de la fossette olecranienne. Donc, ça, c'est la capsule articulaire. Elle s'étend de la fossette coracoïde jusqu'à la fossette olecranienne. C'est un moyen d'union. On a les ligaments, ils sont multiples. On a le ligament antérieur, le ligament postérieur, on a le ligament latéral interne, le ligament latéral externe, et on n'oublie pas ces deux ligaments-là, c'est le ligament annulaire, comme indiqué là, c'est le ligament annulaire, et on n'oublie pas le ligament de Dunus. C'est un court en forme de ruban qui va s'articuler avec le col du radius et le bord inférieur de la petite cavité sigmoïde. Donc vous voyez la multiplicité de ligaments, la complexité de cette structure-là, c'est difficile à traiter. Donc la raideur, c'est à craindre dans ces fractures-là. On va détailler un peu ces ligaments-là. Donc le ligament antérieur, il est représenté essentiellement par un faisceau oblique, tendu du bord supérieur de la fossette coracoïdienne jusqu'au l'apophyse coronoïdienne. Donc ces ligaments de soutien-là, il est antérieur, il va lutter contre l'hyperextension. Deuxièmement, le ligament postérieur, il est tendu du bord supérieur de la fossette olecranienne. Il a trois faisceaux, le faisceau oblique, le faisceau transversal et le faisceau vertical. C'est ce qui est indiqué là. Il a trois faisceaux là. C'est le ligament postérieur. Le ligament latéral interne, c'est le plus puissant. Donc, il va lutter contre il est interne, il va lutter contre le valgus. Donc, ça va lutter contre le valgus. Il est tendu de l'épitroclé de face antérieure de l'olecran jusqu'à l'apophyse coracoïdienne et il contient trois faisceaux lui-même. Donc, vous voyez la complexité et la multiplicité des faisceaux de ces ligaments-là afin de bien maintenir cette articulation qui est très complexe dans sa structure anatomique. Le ligament latéral externe, c'est un puissant ligament lui-même, lutter contre le varus, et il est tendu de l'épicondyle de la face externe de l'olecrane jusqu'à l'apophyse coracoïdienne. Lui aussi contient trois faisceaux, antérieur, moyen et postérieur, mais le moyen, là, le faisceau moyen, c'est le plus puissant de ces faisceaux-là. Donc, vous voyez que c'est très complexe. Les structures sont multiples, multifaisceaux se représentent dans chacun de ces ligaments-là pour bien maintenir cette articulation. Les deux dernières, c'est le ligament annulaire
indiqué là. Ça, c'est le ligament annulaire. Il est tendu entre le bord antérieur et postérieur de la petite cavité sigmoïde. Il va entourer dans sa cavité ou sa concavité, il va entourer la tête radiale. Donc, ce ligament-là annulaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entourer cette tête radiale-là pour la maintenir bien en place et être sûr qu'elle ne va pas se luxer. Donc, le ligament annulaire, ça va englober la tête radiale. Deuxièmement, le ligament carré de Dunus, ce petit ligament-là sous forme de ruban. Donc, il relie le col du radius au bord inférieur de la petite cavité sigmoïdienne. Ça aussi, il sert à attacher les deux os de l'avant-bras les uns aux autres. Donc, multiples ligaments, multiples structures, multiples faisceaux, tout ça a pour but de maintenir l'articulation à sa place, de maintenir les structures osseuses dans une position dite anatomique afin qu'ils puissent faire ces trois mouvements complexes. Donc, j'espère que les ligaments sont pas ambigus. Donc, ce sont des structures de maintien, de solidification pour maintenir les structures osseuses dans la position anatomique pour servir leur rôle de mouvement. Donc, ça, c'était un petit rappel anatomique pour mieux introduire, ou bien c'est une introduction pour, pour bien noter la complexité de cette structure de l'articulation du coude. Ça, c'était les ligaments qui vont soutenir. On n'oublie pas les muscles. Donc, les muscles sont aussi des structures de soutien de cette articulation-là. C'est les structures musculaires. Ils vont renforcer l'appareil ligamentaire. On a les muscles épitrochléens et les muscles épicondylien. On est en train de parler de le muscle onconé qui a un rôle certain de la stabilité du coude. Donc, les muscles-là vont servir aussi comme des structures de maintien ou bien de consolidation de cette articulation. Passons maintenant aux éléments vasculo-nerveux. Donc, on répète toujours dans l'examen de l'orthopédie, l'examen ou bien la recherche de lésions vasculo-nerveuses. Ça, c'est systématique. Donc, quels sont les vaisseaux ou bien les structures nerveuses qui vont passer autour de cette articulation-là? On a l'artère humérale. Donc, il faut craindre la lésion de l'artère humérale dans ces fractures-là. Elle est antérieure au niveau du pli du coude et elle va donner deux branches, une branche radiale et une branche cubitale. Donc, l'artère humérale est une structure sous-jacente de cette articulation-là, ou bien ces deux extrémités des deux os, du radius et du cubital. Le nerf cubital, bien sûr, il est superficiel. Il va passer en arrière de la gouttière épitrochléo-olecrânienne. C'est très étroit pendant ou bien de cette articulation. Le nerf médian, il est un peu lointain de cette articulation, mais il peut être lésé dans ces fractures-là. Donc, ça nous fait rappel des fractures de la palette humérale. Je vous invite à consulter ce cours. Il est toujours disponible dans dans la playlist. Les liens sont toujours disponibles dans la description de tous ces supports-là. Donc, vous voyez que une ressemblance entre ce cours-là avec le cours de la fracture de l'extrémité ou bien de la palette humérale, c'est l'extrémité inférieure de l'humérus. Donc, ça, c'était un rappel anatomique avec toutes les structures ligamentaires, musculaires et le paquet vasculo-nerveux de cette articulation-là. Et maintenant, on va commencer la première fracture. On avait dit qu'on va traiter ces fractures-là isolément. La première, c'est la fracture de l'extrémité supérieure du radius. Donc, c'est le radius-là qui va être fracturé dans ces lésions-là. Commençons par la définition. Donc, ce sont des fractures dont le trait siège au-dessus du plan horizontal, passant de la tubérosité bicipitale du radius. Donc,
toute lésion supérieure de le trait de la tubérosité bicipitale, ça va être considéré comme une fracture de la tête radiale. Donc, ça c'est la tubérosité du muscle biceps brachial. Donc là, de ce trait-là jusqu'aux têtes, tout ça va entrer dans le domaine de la fracture des extrémités supérieures du radius. Donc, les fractures isolées du radius et même de l'ulna proximale restent les plus fréquentes. Donc, ce sont des fractures très, très, très fréquentes. La fracture de la tête radiale elle-même représente un tiers de l'ensemble des fractures de coude. Donc, vous voyez la fréquence de cette fracture-là. À elle-même, elle représente un tiers de toutes les fractures du coude. L'adulte jeune surtout avec une légère prédominance féminine de 60%. Donc c'est une fracture très répandue du coude. Cette fracture-là de l'extrémité supérieure du radius, notez ça bien, elle représente le tiers de toutes les fractures du coude. Donc vous voyez, c'est une fracture notamment fréquente. Le mécanisme. Bien sûr, là, le mécanisme, c'est un choc indirect le plus souvent, c'est le plus fréquent. On avait dit que les chutes sur le membre supérieur sont très fréquentes sur la main. Donc, en général, cette fracture-là, ça va faire la suite d'une chute avec un impact sur la main, le coude en extension et en pronation. Donc, c'est une compression axiale plus un valgus. Donc, un valgus, comme on avait dit, ça va mener la charge du choc sur le radius. Et on va voir que un varus va faire une compression axiale plus une lésion probable ou bien une fracture de l'ulna. Donc, vous voyez là, on répète, c'est un choc indirect qui a deux composantes. Ça, vous devez le noter. Le mécanisme, c'est important à retenir. Donc, c'est la chute sur la main avec le coude en extension et pronation. Ça, c'est clair et net dans l'illustration. Mais vous voyez qu'il existe deux composants qui vont causer ce traumatisme-là. On a une compression axiale qui est liée aux chutes sur la main verticale. Donc l'avant-bras, il est verticalisé dans ce chute. C'est un mécanisme de compression, c'est pas une torsion. Donc c'est un mécanisme de compression avec une composante de valgus. Donc la main, elle est en valgus. Ça va donner que le choc de la chute, ou bien l'énergie du choc va être transmise sur la tête radiale et ça va donner une fracture de la tête radiale. J'espère que vous pouvez imaginer ce truc-là. Donc, ce valgus-là, il va mener le choc à se disperser vers la tête radiale qui va être traumatisée. J'espère que c'est clair. Maintenant, le chapitre le plus important, c'est de l'anatomopathologie. Donc, on a deux classifications. Premièrement, la classification de Duparc, mais la plus utilisée, c'est la classification de Masson. Donc, selon cette classification de Masson, on a quatre types de fractures que vous devez, je répète, les retenir. Vous devez retenir les types des fractures là et la classification. C'est très important, très nécessaire pour connaître la conduite thérapeutique. Bien sûr, avec le mécanisme de chute, tout ça va être noté de ta part, de votre part, afin de bien déterminer la méthode ou bien la conduite thérapeutique. Le type 1, c'est une fracture non déplacée de la cupule ou bien de la tête. Donc, ça c'est bénin. Deuxièmement, c'est une fracture déplacée mais détachant seulement un fragment articulaire. Ça c'est le type 2. Le type 1 est une fracture non déplacée, elle est illustrée là. Le type 2, c'est un détachement articulaire mais juste d'un seul fragment, d'un simple fragment là, comme vous voyez,
C'est un seul fragment, donc un seul trait de fracture, donc un fragment articulaire qui va être détaché. Troisième fracture, c'est grave, c'est la fracture communitive. Multiples fragments là sont notés, vous voyez là, la lésion elle est multiple. Donc le type 3, ce sont des fractures communitives avec éclatement de la tête radiale. Malheureusement, le pronostic fonctionnel de cette tête-là est mis en jeu. Il y a le risque de nécrose de cette tête ou bien le traitement, on peut ou bien parfois on doit faire le recours vers une prothèse ou bien une arthroplastie. Le type 4, c'est encore pire. C'est l'association de l'une de ces fractures-là, soit type 1, type 2, type 3, avec une lésion du coude, bien sûr, une luxation, donc ça va être encore et encore plus complexe et encore pire. Donc, c'est de la fracture associée à une luxation. C'est très difficile à traiter. Donc, j'espère que la classification maintenant est claire. On a quatre types. Le premier, c'est un trait de fracture simple non déplacé. Le deuxième, un simple trait mais avec un déplacement. Le troisième, la fracture communitive. Le quatrième, c'est encore pire. C'est l'un de ces trois fractures-là avec une luxation du coude. Ça va être encore et encore grave. C'est très très difficile à traiter. Donc, un autre titre là, ce sont les lésions associées. Donc, ce sont fréquentes et vont aggravant le pronostic fonctionnel de l'articulation. Quelles sont ces lésions associées? On a, on peut noter la rupture ou l'arrachement osseux du ligament latéral interne. Ça va se manifester par des echymonces. Donc, la rupture, l'arrachement osseux de ligament latéral interne, ça c'est fréquent pendant ces luxations-là. On a la luxation postéro-externe du coude. Elle est fréquente par la rupture de ligament latéral interne. Son rôle, c'est le maintien de cette articulation-là. En cas de rupture, le risque que ce dernier va se luxer est très notable. Donc, on peut avoir une lésion en miroir du condyle externe, donc qui est heurté par la tête radiale à type de d'érosion cartilagineuse ou bien fracture ostéochondrale qui sont fréquentes. Donc, une fracture de l'extrémité supérieure du radius peut être associée avec une lésion au niveau du condyle latéral. Donc, donc c'est l'ulna qui est touchée aussi dans ce mécanisme de chute, malheureusement. On a le syndrome des sexes et de l'oprestie. C'est l'association de fractures de la tête radiale plus une disjonction radio-cubitale inférieure plus une lésion de la membrane interosseuse qui joue un rôle très important de la pronoscipulation et de l'articulation radio-cubitale supérieure. Donc là, vous voyez que c'est un terrain foudroyant. On a de multiples fractures. Fracture de la tête, disjonction radio-cubitale inférieure, lésion de la membrane interosseuse, lésion de l'articulation radio-cubitale supérieure. Donc là, vous voyez, toutes les articulations presque sont touchées. C'est le syndrome des sexes, l'oprestie. Et vous allez voir, le pronostic là est défavorable. Dernièrement, on peut noter la fracture du cubitus proximal. Donc, qui faire attention à la triade maligne. On a déjà parlé de ça. C'est la fracture de la tête radiale, la fracture olecranienne, plus une luxation du coude. Le traitement là, donc c'est vraiment très difficile. Donc, vous voyez que, comme on avait dit précédemment, cette articulation est très complexe. Les lésions là sont difficiles à traiter, surtout s'ils sont complexes, comme le syndrome des sexes et de l'oprestie, et bien sûr la triade maligne. C'est très difficile à traiter. Donc ça, c'était l'anatomopathologie. Maintenant, on va voir de la clinique. Donc, comment va se manifester cette fracture-là? Donc, il s'agit le plus souvent d'un adulte jeune. Suite à un accident sportif, il va représenter en attitude de traumatisme du membre supérieur avec un coup douloureux,
L'importance est légèrement édémassée. Ça, c'est en premier plan. Le rôle de l'interrogatoire, je répète toujours, les circonstances de l'accident, le mécanisme, l'heure du dernier repas, les antécédents, la douleur provoquée ou spontanée et l'importance fonctionnelle, tout ça, c'est à noter. Ça nous sert à déterminer la conduite thérapeutique, soit chirurgicale, soit orthopédique. L'inspection, c'est facile. On va noter l'attitude de dessous, l'œdème de la face externe du coude. Les lésions cutanées, heureusement, sont rares. On ne voit pas des fractures ouvertes. La déformation du coude, c'est sous forme d'un comblement de coude, parfois une saillie osseuse. Donc, il faut surtout rechercher une lésion associée capsulo-ligamentaire par l'existence de douleurs et échymoses internes et une laxité en valgus du coude. Donc, ça va témoigner de lésions de quoi? De ligament latéral interne. On a parlé de ça. Il est fréquemment, on trouve la lésion de ligament latéral interne. Donc, ça, vous devez faire attention pendant votre inspection. Donc, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Donc, les ecchymoses et la lésion du ligament latéral interne qui peut se manifester par une laxité. Laxité veut dire lâche. Donc, le valgus va être augmenté. Donc, pourquoi le ligament latéral interne, il n'est pas là pour diminuer ou bien contrarier ce mouvement de valgus. La palpation, bien sûr, doucement. Donc, le repère anatomique du coude sont conservés à triade de Nélaton et la ligne de Malgen. On avait vu ça dans le cours de la fracture de la palette humérale. Donc, qui vont être non conservés si une luxation du coude est associée. Je vous invite à consulter le cours de fracture de la palette humérale. Il existe un enchaînement entre ce cours-là et le dernier cours qu'on a déjà fait. Donc, toute tentative de pronosupination est très douloureuse, bien sûr. Ce signe est constant et caractéristique des fractures de l'extrémité supérieure des radius. Donc, attitude de prono, ou bien toute tentative de pronosupination est très douloureuse. Ça, vous devez garder en tête. Ça va évoquer, elle est constante, c'est un signe constant devant les fractures de l'extrémité supérieure du radius. La flexion-extension, elle est possible, mais elle est limitée de quelques degrés. Donc, la flexion-extension, elle est plus ou moins conservée. Pourquoi? C'est le rôle du luna. Mais la pronosupination, là, c'est le rôle du radius. Elle est très, très, très douloureuse à cause de la lésion et les lésions associées qui sont autour de cette capsule ligamentaire. On n'oublie pas toujours l'examen vasculo-nerveux, ça c'est systématique. Vous devez le faire systématiquement devant tout traumatisme. Donc l'examen clinique là sera complété par la recherche d'une atteinte vasculaire, c'est le pouls radial. L'artère radiale peut être lésée. Et un examen neurologique, c'est la sensibilité de la main. C'est le nerf cubital. Parfois, c'est le médian. Donc, c'est la sensibilité de la main qui peut être lésée là. Tout ça, vous devez le faire pendant votre examen clinique. Donc là, on est en train de répéter de la clinique. La radiographie, c'est facile. C'est la radiographie du coude de face et de profil plus oblique. Les clichés du coude de face qui est légèrement en flexion de 20 degrés et légère pronation ou bien légère supination. Pourquoi? Pour mieux visualiser la tête radiale. Et là, vous devez faire attention aux fractures non déplacées. Lorsque vous faisiez ce mouvement-là, vous devez être très prudent aux fractures non déplacées. L'examinateur peut causer le déplacement de ces fractures-là s'il n'est pas prudent. Donc, on répète la radiologie. C'est la radio du coude
face, profil et oblique, coude fléchi à 20 degrés, légère pronation ou bien légère supination pour mieux visualiser la tête radiale, bien sûr, en faisant attention aux fractures non déplacées. On ne veut pas les déplacer, ça serait très difficile de maintenir l'anatomie ou bien la structure anatomique de l'articulation du coude, comme on a vu précédemment. Bien sûr, le rôle de TDM. Donc là, la TDM trouve son rôle dans les fractures minimes de la tête radiale. Donc parfois, les fractures ne sont pas mieux visualisées ou bien visualisées dans la radiographie conventionnelle. On a le recours de la tête radiale, plutôt de la TDM. Comme ce cas-là, vous voyez qu'elle a montré une fracture au niveau de la tête radiale qui a été mal perçue pendant la radiographie conventionnelle. Donc toujours pour mieux visualiser les fractures, pour avoir une meilleure vue concernant ces traumatismes-là, c'est la TDM qui va trouver sa place. Donc la radiographie, elle est nécessaire, mais c'est pas le seul moyen de paraclinique de diagnostic. On peut avoir le recours, vous devez pas oublier ça, de la TDM pour mieux visualiser les fractures minimes. Dernièrement, le traitement. Donc, parfois on a un traitement fonctionnel. On n'oublie pas les deux modalités de traitement orthopédique et chirurgical selon le cas indique. Donc, le traitement fonctionnel, c'est par une simple écharpe et une rééducation précoce. Donc, bien sûr, il est réservé aux fractures non compliquées. Le traitement orthopédique, c'est l'immobilisation par un plâtre brachio-antébranchiopalmaire, le BABP, pendant 7 à 10 jours. S'il n'y a pas de lésion de ligament latéral interne, comment on va chercher ça? Par une laxité interne. Et s'il y a la lésion de ligament latéral interne, là c'est 21 jours. Donc s'il y a une luxation associée, le ATL ou bien le plâtre BABP doit être maintenu pendant 21 jours avec une rééducation fonctionnelle dès l'ablation du plâtre. Pourquoi? Pour éviter la raideur articulaire qui est une complication très fréquente comme on avait vu dans les fractures du coude. La raideur est à craindre par l'immobilisation prolongée. C'est facile. S'il n'y a pas une lésion ligamentaire, c'est 7 à 10 jours. S'il y a une laxité interne, c'est l'hypervalgus. Donc là, c'est 21 jours d'immobilisation. Pourquoi? On a une lésion du ligament latéral interne. Parfois, on a le recours au traitement chirurgical, soit par l'ostéosynthèse, c'est des mini-vis qui sont indiqués là, ou bien, donc, ces mini-vis sont réservés aux fractures par compression. Ce sont des fractures de tassement. Bien sûr, la réduction de l'enfoncement et le maintien des fragments relevés. Donc, ça, c'est l'ostéosynthèse par ces mini-vis-là, afin de faire une réduction convenable. Parfois, on a le recours de la résection de la tête radiale si la douleur est très importante, ou bien les fractures communitives, ou bien une résection suivie par arthroplastie, c'est le remplacement total de la tête radiale, bien sûr avec un traitement des lésions associées. Donc on voit là, c'est l'arthroplastie, vous voyez là, c'est le prothèse de la tête radiale là. Là, ce sont les mini-vis. Vous voyez là, ce sont des mini-vis qui ont été utilisés pour faire de l'ostéosynthèse. Là, vous voyez dans la radiographie, c'est la tête radiale qui a été réséquée. Et vous voyez quoi? Elle est remplacée par ce prothèse. Là, c'est l'arthroplastie. Dernièrement, les complications. On a des complications secondaires, bien des complications tardives. Les complications secondaires, le déplacement, c'est toujours à craindre dans les attelles et les plâtres. La nécrose fragmentaire, la nécrose des fragments. Pourquoi? Surtout dans les fractures communitives, là les fragments vont être éloignés de la vascularisation, peut
peuvent subir du risque de nécrose. Et bien sûr, le syndrome de Volkmann, si le plâtre est très serré. Les complications tardives, c'est le col vicieux ou bien une arthrose. La raideur, ça c'est toujours à craindre. La raideur articulaire, surtout du mouvement de pronosupination. Il est mis en jeu dans les lésions de la tête radiale. L'ostéome périarticulaire et le syndrome algodystrophique. Donc, vous voyez là, comme on avait dit précédemment, c'est une articulation complexe. Les complications sont à craindre. Pendant ces fractures-là, l'arthrose, les cals vicieux, surtout la raideur, le mouvement de pronosupination, là, c'est plutôt à craindre. Et bien sûr, le syndrome algodystrophique. Donc, ça, c'était le cours de fracture de l'extrémité supérieure du radius. J'espère que la vidéo était claire. Dans la deuxième partie, on va voir la deuxième fracture. C'est la fracture de l'extrémité supérieure du luna. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous remercie pour votre attention et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah.